c'est Wrestles Radio, spécial Catch-moi si tu peux, avec Vince. Bonsoir et bienvenue sur Wrestles Radio, le podcast qui vous parle de catch. À chaque fois que vous ouvrez YouTube ou iTunes, ça dépend où vous nous écoutez. J'accueille ce soir deux chroniqueurs. Le premier c'est Fred. Bonsoir Fred. Salut à tous. Et du coup pour accompagner Fred, on s'est offert les services du free agent le plus cher du marché. Évidemment c'est la Bible de Wrestles Radio, c'est Renaud. Bang. Salut Vincent, salut Fredo. Ouais, enfin, la Bible chère du marché, tu sais à combien je suis? Bah 2€ la journée, non? 1,50. Bon ok, avec un malabar. C'est ça, bicolore. Donc si on est réunis ce soir, c'est pour parler de la vague de licenciements qu'il y a eu à la WWE. La dernière grosse vague de virées comme ça qu'il y avait eu, c'était en 2014. Souvenez-vous, il y avait eu les 3MB virés, bon forcément pas Heath Slater, mais Jinder Mahal, Drew McIntyre, Aksana, Kurt Hawkins, Theodore Long, Brodus Clay. Bon, il y en a certains qui ont intégré la TNA avec plus ou moins de succès. Mais là, c'est plusieurs catcheurs qui sont partis de la WWE, dont un volontairement. Et d'abord, on va parler de Wade Barrett, qui a rompu son contrat, qui voulait partir. Est-ce que tu peux nous parler de la carrière de Wade Barrett, Renaud? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est vraiment un gâchis comme beaucoup de fans le pensent? Ou est-ce que finalement, c'est pas aussi un petit peu la faute du catcheur en lui-même? Ouais, ben, moi je pense qu'il y a des deux. Enfin, pas vraiment de la faute à Wade Barrett. Je pense pas. Je pense que lui, il a plus été dégoûté là sur la fin, où c'était vraiment les dernières prestations dans le ring n'étaient pas super marquantes. Et puis de toute façon, son booking n'était pas super marquant non plus. Donc à partir de là, c'était pas très intéressant, faut bien le dire. On voyait bien que c'était le maillon faible de ce clan qui avait été créé, la Ligue des Nations avec Sheamus, Del Rio et Rusev. Mais sa carrière, elle a été. Je pense qu'il est monté trop vite en fait. C'est un peu le problème qu'a la WWE avec ses catcheurs. Il y a certains catcheurs qui montent beaucoup trop vite, à mon sens. Et après, il y a forcément derrière une période où ils vont être moins bien. Et comme on a l'habitude de les avoir vus trop vite, trop haut, et bien finalement, on se rend compte que derrière, ça aboutit pas. Wade Barrett est arrivé en 2010 à la fédération. Il a directement été le leader de Nexus. Nexus a été un chamboulement énorme à cette époque-là où la WWE traînait un peu des pieds. On était rentré vraiment dans la PG era. Enfin, la grosse PG era, quoi. C'était vraiment la PG era où on se mettait des coups de bouteille en plastique, on restait KO pendant 10 secondes. Donc c'est à ce moment-là qu'ils sont arrivés, ça a été une vraie révolution. De là, ils ont eu un match intéressant, la Nexus, au SummerSlam 2010, face à une team de superstars composée quand même de Cena, il y avait Edge, Jericho, il y a même Bret Hart qui était venu. Enfin, c'était vraiment assez important. Et Wade Barrett a passé quand même une année assez incroyable, où il a été challenger pour le titre de champion du monde sur 3 pay-per-view de mémoire, puisqu'il a été dans un six-pack challenge à élimination à la nuit des champions, avec là aussi Randy Orton, Edge, Jericho, Cena et Sheamus, c'est lui qui avait remis sa ceinture en jeu. C'est Orton qui était devenu champion, puis il avait aussi affronté Orton justement à Bragging Rights une première fois, puis après au Survivor Series. Et entre-temps, il y avait eu aussi une grosse guerre avec John Cena à Hell in the Cell, où, pour savoir si Cena perdait, il devait rejoindre la Nexus. Voilà. Enfin, ça a été en tout cas une année 2010 assez importante. Puis déjà sur 2011, où il a commencé à baisser, Punk a pris en charge la New Nexus. Lui, il était après dans le corps. Là, il avait un peu baissé, même s'il a eu des titres intercontinentaux et une rivalité encore une fois face à Orton. Et un match assez oublié malheureusement des gens parce qu'il n'y a pas de ceinture en jeu. Et c'est un match qui est venu en plein milieu de carte. C'était un combat contre Daniel Bryan. Et c'était au SummerSlam 2011. Et c'est une victoire d'ailleurs de Barrett. Et pour moi, c'est son meilleur match qu'il ait fait en 1 contre 1 en pay-per-view. Daniel Bryan aide beaucoup aussi parce que c'est un super catcheur dans le ring. Mais Barrett avait fait vraiment un énorme travail ce soir-là. Donc, en tout cas, voilà, c'est un match. Moi, je m'en rappelle bien. Personnellement, je pense qu'il y a plein de fans qui s'en rappellent aussi, bien sûr. Mais il a tendance à être un peu oublié parce qu'il n'y a pas de ceinture en jeu et qu'il n'arrive pas en main event, quoi. Est-ce que le gros problème, ça n'a pas été de le faire gagner à SummerSlam avec la Nexus, ou même lui faire gagner le titre après, Fred? Oui, ouais. À partir du moment où la Nexus s'est bloquée contre Cena et compagnie et que ça a été un échec, il est redescendu et puis il a jamais réussi à remonter comme il l'a été au début, quoi.
Et puis on ressent bien qu'à la fin, il est parti de lui-même, je crois. Enfin, il n'a pas renouvelé son contrat. On a ressenti vraiment une lassitude des derniers temps. Et puis il a été pas mal blessé aussi. C'est quelqu'un qui n'a pas été épargné par les blessures. Et c'est vrai que à la fin de la Nexus, c'était la fin de. Il a rien eu derrière, quoi. Pourtant, ils ont sauté de gimmick en gimmick. League of Nations, on savait bien que ça allait pas durer. En plus, j'ai l'impression qu'il a jamais pris part au combat à la League of Nations, comme il était blessé. C'était toujours le mec rapporté. On sentait bien que c'était la fin pour lui. Malheureusement pour les concernés, ça n'a pas été le seul viré de la WWE. Il y en a eu 7 autres. Alors, pour faire la liste très rapidement, il y a eu Damien Sandow, Alex Riley, Hans Vogel, Sepp Coulter, Cameron, Santino Marella et El Torito. Est-ce qu'il y en a un parmi ceux-là que vous allez regretter, Fred? Ouais, clairement Sando. Et j'aurais dit aussi, si tu m'en donnes deux, j'aurais parlé d'Alex Riley aussi. Mais surtout Sando, ouais, c'est sûr. Ouais, mais là aussi, de cette liste-là, peut-être Damien Sando. Bon, Santino Marella me faisait pas mal rire aussi. C'est pas une grande perte, mais il était plutôt sympa. Après, oui, à choisir un, je dirais aussi parmi cette liste-là, Damien Sando. Ouais. Il y a eu un moment très sympa avec ce Santino quand il avait fini en finale entre guillemets du Chamber. Ah oui, Santino Marella a eu quelques petits accomplissements assez sympas. Oui, la finale du Chamber, où c'était assez hallucinant de le voir finaliste. C'est le Chamber 2012. Il avait été aussi en finale, mine de rien, du Royal Rumble 2011. Même s'il était resté sous le ring, il était apparu. En attendant, dans les livres d'histoire, la finale, c'est lui, quoi. Il est noté en finaliste face à Del Rio dans le Rumble à 40. Et puis, bon, il a gagné quand même 2 fois la ceinture intercontinentale, 1 fois la ceinture US, et puis il a été champion par équipe avec Koslov. Et puis cette rivalité aussi, enfin en tout cas ce début de carrière à la WWE où il est sorti du public parce que personne voulait challenger Umaga, qui était champion intercontinental. Et Vince McMahon qui avait proposé à n'importe qui dans l'arena de venir, et puis il était sorti du public pour affronter Umaga. Donc ouais, il y a quelques moments comme ça. Un match au SummerSlam 2008 aussi, où il a gagné le titre intercontinental dans un match mixte. Chose qui est assez rare, de gagner un titre solo dans un match par équipe. Il a fait équipe avec Beth Phoenix contre Mickie James et Kofi. Voilà, il y a quelques trucs comme ça, mais rien de bien marquant. Pour Santino, il y a quand même quelque chose qui fait 2-3 trucs qui m'ont marqué. Bon là, dernièrement, il était blessé, donc son départ m'a surpris, parce qu'au final, il luttait plus depuis un certain temps déjà. Je sais plus, je crois que c'est au cou qu'il était blessé. C'est ça. Bon, après, c'est un personnage on retiendra surtout parce qu'il était très associé à la comédie, quoi. Au début, quand il est arrivé, c'était un peu plus sérieux. Je me rappelle qu'il a été heel à un moment. Ça n'a pas duré très longtemps, parce que moi je me rappelle surtout en comédie face, la grosse partie de sa carrière, mais au début il a fait un passage heel. C'est vrai que ça m'a marqué ce que tu as parlé, Renaud, quand il est arrivé. C'était à Milan en plus. C'est ça. C'était un Raw à Milan. Et puis en plus, Umaga, c'était pas n'importe qui à ce moment-là. Donc, moi, ça m'a énormément surpris. Évidemment, on le connaissait pas à ce moment-là. On retiendra aussi avec Kozlov, l'association. C'était quand même. On se demande d'où il avait sorti cette association-là, mais bon, sur le court terme, ça a bien marché. Et puis on retiendra aussi son passage de Miss WrestleMania en Santina Marella, même si ça n'a pas été le plus gros moment de sa carrière. Bon, ça a marqué WrestleMania. Et puis on le retiendra aussi parce qu'il a la plus courte durée dans le Royal Rumble. Je sais plus, ça devait être après, c'était 2013 peut-être. C'est Kane qui l'avait sorti très rapidement, ouais. C'est 1 seconde, donc malheureusement il devrait rester un certain temps dans les records aussi pour ça. Selon le site PW Insider, il y aurait encore ce mois-ci plusieurs licenciements à la WWE. Est-ce qu'il y en a un que vous voyez, on va pas faire du fantasy booking, mais enfin c'est pas du fantasy booking, mais est-ce qu'il y en a un que vous voyez, que vous vous demandez encore s'il est là, et oui il est encore là, il est encore sous contrat? Là, moi, c'est peut-être Ryback. C'est vrai qu'il y a des problèmes de contrat, il voudrait... Ouais.
Enfin, Vu ce en a qu'on parlé, entend, vu ce qu'on lit, en tout cas, les rumeurs qu'il y a sur Internet et tout, j'irais peut-être Ryback et puis l'utilisation aussi. Le mec, il n'explose pas, ça va pas trop, quoi. Je veux dire, c'est pas, tu sens que bon, peut-être Ryback et sinon en top star ou en tout cas en catcheur un peu plus respecté, moi je me fais un peu de soucis pour Dolph Ziggler. Alors, peut-être pas maintenant là, peut-être pas dans cette phase-là, mais je sais pas comment ça va se passer pour lui l'avenir, mais j'ai l'impression que finalement jamais, ça aboutira jamais au main event, donc je sais pas. En tout cas là, ouais. S'il y en a un là qui doit arriver, je pense Ryback, perso. Bon, pour moi, j'aurais dit Jack Swagger. Parce que, Ah oui, que, aussi, ouais, c'est vrai. depuis que son compatriote moustachu l'a laissé tomber, c'est fini pour lui. Et sinon, j'aurais dit un qui passe en travers les mailles, c'est David Otunga, qui faisait partie, comme on a parlé de Barrett, du Nexus de base, et qui lui est toujours là, sous contrat, on le voit pas. Il fait les pré-shows, mais il est toujours là. Incroyable, c'est incroyable. Hein. Ouais. Tu l'avais oublié. Ah, je l'avais oublié, non mais lui c'est pas possible. Lui il a toute sa famille qui le pistonne, c'est pas possible. Son père caché c'est Vince McMahon. Ah, c'est sa femme aussi. Il y a une femme connue. C'est un avocat, il peut être utile en cas de problème. Ouais, c'est ça. David Otunga, c'est le DTG 2.0, quoi. C'est le mec qui va être sous hallucinant. contrat pendant 10 ans sans forcément se montrer à la télé. Il y a beaucoup de rumeurs concernant un possible départ de Randy Orton, sachant qu'il est souvent blessé ces dernières années, qu'il a aussi, qu'il peut-être, enfin, il y a eu des problèmes on va dire, d'ego en coulisses. Est-ce que vous pensez vraiment que la WWE peut se passer d'un Randy Orton, ou même que Randy Orton peut en avoir marre entre guillemets et se dire bah j'ai mis assez d'argent de côté, je peux faire autre chose de ma vie que me casser que me casser les vertèbres tous les week-ends en eau. Moi, je pense que c'est une possibilité. Hein. C'est totalement envisageable. Enfin, la WWE, elle est plus forte que tout le monde. Hein. Ça, on l'a déjà dit. Je l'ai déjà dit. Pour moi, enfin, c'est clairement établi. Je veux dire, la WWE a survécu à Hulk Hogan, elle a survécu à Stone Cold Steve Austin, à Bret Hart. Elle survivra à John Cena, elle survivra à tout le monde. Quoi. Donc, elle peut très bien survivre sans Randy Orton. Maintenant, malgré les blessures récentes à l'épaule, je le trouve pas capoute non plus. Je pense qu'il y a encore quelques bonnes années devant lui. Le truc, c'est qu'il a tout fait à la WWE, quoi. Ben, il a tout fait à la WWE, oui, mais là encore une fois, très vite. Donc, je veux dire, le mec, il est arrivé, il a intégré l'évolution. À partir du moment où il était plus dans l'évolution, il était champion du monde. Donc après, oui, il a tout fait à la WWE, c'est sûr. Il a gagné des Rumble, enfin un Rumble. Il a fait les main events de WrestleMania. Il a gagné tous les titres possibles. Donc, c'est vrai. C'est vrai qu'il a fait le tour. Après, niveau physique, je sens pas capoute. Peut-être moins rapide qu'avant, ce qui est logique. Peut-être plus à l'économie aussi, un peu plus chiant dans le ring. Bon, après, c'est son côté aussi, son personnage qui veut ça, hein, sur certains matchs. On sentait qu'il était un peu à l'économie. Randy Orton, c'est un peu un catcheur qui choisit ses soirs, qui choisit ses matchs. Après, le caractère, il a toujours eu. Hein, ce caractère-là, on le connaît. Déjà, dans les premières années, il y avait eu quelques problèmes avec lui, donc c'est pas nouveau. Je sais pas. C'est vrai que s'il y a une grosse star qui devrait partir, une top star, là, vraiment dans les gros noms, hein, les mecs qui ont fait les main events et tout, ouais, je pense que Randy Orton, c'est tout en haut de la liste. Moi perso, ça m'étonnerait que ça arrive. Bon, après, je le regretterais pas particulièrement parce que j'ai jamais trop aimé Randy Orton, surtout les derniers temps là. Et puis, je pense que ça serait plutôt de son côté. Moi, je pense qu'il est un peu lassé. On l'a senti surtout sur certains personnages. Il s'est plaint plusieurs fois des bookings. Enfin bon, ça avait l'air de le lasser. Alors, je sais pas si sa longue pause pour blessure lui aura donné envie de revenir ou pas, mais s'il devait partir, moi personnellement, il me manquerait pas. Surtout avec toute la nouvelle génération qui arrive, je l'avais oublié. En parlant de nouvelle génération, il y aura un takeover dans pas longtemps. La nouvelle génération de NXT, même si pas mal de catcheurs sont passés au main roster. C'est NXT Takeover Revenge qui aura lieu le 8 juin. Alors pour l'instant, il n'y a qu'un match qui est annoncé. C'est Samoa Joe qui va défendre son titre contre Finn Balor. Dans un match en cage, il paraît. C'est pas encore officiel. En tout cas, si c'est officiel, c'est que pour les enregistrements. Bien sûr, vous retrouvez un podcast sur ce show qui sera disponible sur YouTube et iTunes. On va vous dire à bientôt, puisque cette émission est finie. On vous retrouve le lendemain d'Extreme Rules, c'est-à-dire le 23
Mais pour un direct sur Google Hangouts, enfin nous on sera sur Google Hangouts, mais vous allez nous suivre sur wr.vosketch.fr ou sur YouTube, et cette émission qui sera forcément disponible en replay sur iTunes ou YouTube. On fait un coucou à tous nos partenaires, et messieurs, je vous dis bonne soirée, et on se retrouve au prochain podcast. Salut les amis. Salut à tous. Moi j'ai croisé Benito au stade de Vélodrome la dernière fois. Il m'a dit hey, coach, écoute Ressos Radio. Ce que j'ai fait, eh ben toi fais-le aussi. Écoute Ressos Radio.